Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo qui va parler de la crise de 1929. Alors j'avais fait une série de petites vidéos, un peu de révision du bac, en fait sur des chapitres spécifiques du cours d'histoire sur la crise de 1929 et qui, pour donner des choses qui doivent être connues pour le bac, c'est un peu des vidéos fiches de révision. Mais là vous en avez une version intégrale qui revient des causes de la crise aux conséquences aux États-Unis et également son extension dans le monde, et les réponses qui ont pu être apportées, notamment aux États-Unis avec le New Deal et en France avec les accords de Matignon. Donc, je vous souhaite un bon visionnage pour cette version intégrale. Nous allons parler des causes de la crise de 1929, qui s'est donc déclenchée le 24 octobre 1929 à la bourse de New York lorsqu'elle connaît un crash important. À ce moment-là, les cours des actions s'effondrent, ce qui va provoquer l'une des pires crises économiques de l'histoire. Pourtant, la situation économique semblait alors florissante. Avec l'affaiblissement des nations européennes durant la Première Guerre mondiale, les États-Unis étaient le nouveau moteur de l'économie mondiale. Ils concentrent alors les échanges commerciaux et la production industrielle augmente grandement dans ce pays, mais également dans pas mal de pays d'Europe. On a quand même une période d'assez d'essor économique. Les années 20 voient l'émergence d'une société de consommation de masse dans le pays, le niveau de vie augmente, la productivité également, notamment avec la mécanisation, mais aussi le développement du travail à la chaîne, notamment avec l'exemple de Ford, avec le Fordisme, et on est globalement à une période d'espoir. Après la Première Guerre mondiale, c'est ce qu'on appelle globalement les années folles. Alors comment en est-on arrivé là? La situation est due à une bulle spéculative entraînant une surévaluation du prix des actions échangées à Wall Street. La spéculation, c'est une opération financière ou commerciale dont le but est de profiter des fluctuations et des anomalies du marché, quitte à les provoquer soi-même parfois, tant qu'à faire, pour réaliser des bénéfices. Il ne s'agit donc pas de faire de bénéfices grâce à la production de richesses, de marchandises réelles, mais uniquement en jouant sur les prix. Depuis le début des années 1920, les acteurs du marché étaient en confiance et achetaient cher, ce qui facilitait la possibilité de faire des profits rapidement en revendant ces actions plus chères qu'on ne les avait achetées. Donc entraînant déjà une certaine spéculation, mais ça va s'aggraver en 1926 lorsqu'une loi permet d'acheter à crédit les actions, en ne dépensant immédiatement que 10% de sa valeur. L'usage du crédit pour l'achat des actions devient alors la norme, ce qui à l'époque paraît rentable, puisque certes on emprunte 7 pour acheter une action, on doit rembourser un peu d'intérêt, mais on la revend bien plus cher, donc on fait des bénéfices. Et donc cette situation encourage de plus en plus l'achat d'actions, provoquant une nouvelle envolée de leur cours, sans lien avec la valeur réelle des entreprises, ni avec leur production de richesse. Ainsi, la production durant les années 20 augmente de 50%, alors que la valeur des actions, de leur côté, augmente de 300%. Et cette envolée permet la construction de fortunes rapides, ce qui attire une part de plus en plus importante de la population qui veut s'enrichir à son tour, profiter de l'aubaine, surtout qu'elle a un peu plus de moyens qu'avant, donc elle peut investir un peu plus, et qu'elle peut, grâce aux emprunts, investir encore plus. Et donc le cours de la bourse s'envole encore plus. C'est donc une bulle financière qui en soi peut continuer de gonfler tant que les acheteurs sont persuadés que le cours va continuer d'augmenter et qui pourront donc revendre plus cher. Donc ces acheteurs eux-mêmes qui, tant qu'ils rachètent, font qu'ils peuvent vendre plus cher. Sauf que ce genre de cercle, au bout d'un moment, souvent s'arrête, c'est jamais sans fin. Des accidents avaient déjà eu lieu, par exemple en Allemagne en 1927, la bourse de Berlin avait perdu 30% en un jour. Et l'économie réelle commençait à montrer quelques signes de ralentissement. Et si la croissance économique était globalement forte, elle était ponctuée cependant de quelques périodes de recul. Mais dans l'ensemble, on était quand même dans une période où on croyait en la prospérité mondiale de manière durable. Cependant, en 1929, la situation commence un peu à changer. Déjà en 1928, les ventes avaient commencé à ralentir, les stocks s'accumulaient, les prix commençaient à baisser, notamment dans l'agriculture, ce qui provoquait des problèmes un peu pour les agriculteurs. Et en 1929, ça commence vraiment à sentir mauvais sur plusieurs indicateurs. La production automobile s'effondre de 620 000 véhicules à 416 000 entre mars et septembre 1929. Une production industrielle qui de son côté recule de 7% entre mai et octobre 1929. Et on a des investissements qui manquent. Puisqu'en effet, vu que l'argent sert uniquement à acheter et revendre des actions, il ne va plus pour financer la construction de nouvelles usines, l'achat de machines, la construction d'infrastructures, ou simplement la recherche pour innover et continuer d'améliorer les technologies. Non! De plus en plus, l'argent va uniquement vers l'achat et la revente d'actions, pas dans l'économie réelle. Et donc, certes, si les prix continuent de croître, la situation de l'économie réelle est inquiétante. Et ce 24 octobre 1929, d'un coup, un vent de panique s'empare des acteurs qui se mettent à vendre en masse leurs actions. Alors, on dit d'un coup, mais il y avait quand même les ventes qui avaient commencé à augmenter durant les jours précédents, mais il restait alors suffisamment d'acheteurs pour que les ventes se fassent
et le cours avait légèrement baissé, mais rien alors d'alarmant. Mais ce 24 octobre, là, ça change. Les actions ne trouvent plus acheteurs et le cours s'effondre totalement. Il perd 22% en quelques heures. Et plusieurs propriétaires d'actions ne parviennent pas à les vendre assez cher pour rembourser leurs emprunts, ce qui là commence à les mettre en difficulté. La panique va alors s'accentuer, des rumeurs circulent, on dit que telle bourse a fermé, que des propriétaires d'actions se sont suicidés, mais la situation va être redressée quand plusieurs banques et financiers vont acheter en masse des actions pour mettre fin à la panique et relever les cours, qui vont au final baisser que de 2% dans la journée. Donc, on a l'impression que la situation est revenue à la normale. Mais le 28, les ventes sont à nouveau très nombreuses, et cette fois les banques n'interviennent pas, et le cours s'effondre de 13%, puis de 12% le lendemain. Et là, le cycle est lancé et ne va pas s'arrêter. Ainsi, entre le 22 octobre et le 13 novembre, l'indice du Dow Jones va baisser de 39%, qui correspond à une perte virtuelle de 30 milliards de dollars, 10 fois le budget de l'État fédéral américain et plus que ce que les États-Unis avaient dépensé durant toute la Première Guerre mondiale. Ça vous montre l'ampleur de la perte. Mais il s'agit alors simplement d'une crise boursière, c'est de la valeur virtuelle qui a disparu. Ça ruine certes des actionnaires, c'est embêtant, surtout qu'ils étaient assez nombreux, mais ça ne peut ne pas avoir d'impact direct sur l'économie, comme la montée de ces actions n'avait pas eu d'impact direct sur l'économie. Cependant, dans un contexte où l'économie était déjà en train de ralentir et que les profits baissaient, et avec des actionnaires qui dans le même temps perdent confiance du fait de l'effondrement du cours des actions, les investissements aussi diminuent. Et les investissements des banques diminuent eux aussi, puisque les banques, ayant du mal à se faire rembourser, ont moins de fonds disponibles. Et donc, les entreprises commencent à avoir des difficultés économiques et vont faire le choix de licencier, ce qui va commencer à faire exploser le chômage du pays et diminuer encore plus la consommation, accentuant ainsi le ralentissement de l'économie. Les prix s'effondrent alors et les profits du coup diminuent une nouvelle fois, ce qui pousse à de nouveaux licenciements. Un cercle vicieux s'est enclenché. Et c'est comme ça que l'une des pires crises économiques de l'histoire va se déclencher, même si c'est loin d'être la seule crise qui va affecter le système capitaliste, qui continue d'être régulièrement en crise de nos jours. Et nous parlerons dans les prochaines vidéos de révision des conséquences de cette crise et de comment elle va s'étendre des États-Unis au reste du monde. Maintenant, il est temps de voir comment cette crise, qui ne touche alors que les États-Unis, va s'étendre à l'ensemble du monde, et ce, du fait de plusieurs facteurs. Déjà, il faut voir que les États-Unis sont alors la locomotive économique mondiale, et donc une crise qui touche leur économie va affecter l'ensemble du monde. Notamment, il y a une chose qui du coup va se développer aux États-Unis, c'est un protectionnisme qui se renforce, avec le Harley-Smoot Tariff Act de 1930, qui impose d'importants droits de douane sur les importations. Conséquence, les importations du pays s'effondrent, passant de 4,4 milliards de dollars en 1929 à 2,1 milliards en 1939. Et donc, plusieurs entreprises européennes voient leurs ventes baisser. Et dans le même temps, les autres pays aussi diminuent leur importation venant des États-Unis. Donc on est dans un contexte d'effondrement du commerce mondial, ce qui fait aussi que l'économie des États-Unis va se dégrader encore plus, entretenant du coup la crise et fragilisant l'économie des autres pays. Autre élément, les États-Unis rapatrient leurs capitaux qui se trouvaient en Europe et en Amérique latine. Les banques du pays avaient en effet des capitaux dans de nombreux pays du monde qui contribuaient à investir dans le développement économique. Nouvelle conséquence, baisse des investissements dans ces pays, ce qui ralentit leur économie et leur développement. Dans ce contexte, les Britanniques vont suivre le mouvement et dévaluer leur monnaie, ce qui va accentuer les effets de la crise sur les autres pays qui vont se retrouver fragilisés d'un point de vue commercial. Donc, les premiers pays qui vont être alors vraiment touchés par la crise, ça va être l'Allemagne et l'Autriche, qui étaient des pays dont l'économie était déjà assez fragile, suite à leur défaite durant la Première Guerre mondiale. Leurs banques font alors faillite. Ces pays qui doivent payer de fortes indemnités étaient confrontés déjà à une instabilité politique et économique importante. L'Allemagne avait connu plusieurs crises financières et économiques durant les années 20, par exemple en 1923 et 1927, et l'économie allemande avait vraiment besoin du fort investissement des États-Unis qui disparaît. Et déjà avant le déclenchement de la crise, le pays comptait 2 millions de chômeurs. Donc tout était déjà réuni pour que la crise y fasse beaucoup de dégâts. Mais ce ne seront pas les seuls pays concernés. Par exemple, la sidérurgie au Luxembourg n'a plus de débouchés. La Belgique et les pays scandinaves vont eux aussi entrer en crise. Par exemple, la Norvège, dont la flotte assurait une grande partie des transports commerciaux à travers le monde, va évidemment souffrir de la contraction des échanges. On a également l'Europe centrale, l'Europe de l'Est, l'Espagne, qui exportaient une grande partie de leur production agricole, qui vont souffrir. En ce qui concerne la France, au début, le pays semble moins touché, puisqu'il avait moins de relations commerciales directes avec les États-Unis. Mais à partir de 1931, les choses vont changer, notamment lorsqu'il va avoir une contraction des exportations vers le Royaume-Uni, pays qui est à son tour touché par la crise, qui développe à son tour une politique protectionniste, et avec la dévaluation du livre alors que le franc reste fort, trop fort pour l'économie française,
on assiste à un renchérissement des produits français sur le marché international. On a également l'Amérique du Sud qui est durement touchée, puisque leur économie s'appuyait grandement sur les exportations, là aussi, et qui était déjà en difficulté dans les années 20, et donc la contraction des échanges les touche durement. Par exemple, le Chili voit son produit intérieur brut divisé par 2 en 3 ans, et cela va plonger le pays dans l'instabilité. L'Argentine, de son côté, exportait d'importantes quantités de denrées agricoles vers le Royaume-Uni. Là aussi, cela prend fin. On peut également citer le Canada, où dès le lendemain du 24 octobre, la panique boursière va se propager, ce qui fait que là aussi leur bourse s'effondre et les exportations du pays vont chuter d'un tiers. Et donc leur agriculture va rentrer en crise. Et on peut aussi citer l'Océanie. L'Australie va ainsi connaître d'importantes difficultés jusqu'à la fin des années 30 suite à cette situation. Quant aux colonies, elles subissent également les contre-coups des crises touchant leur métropole, par exemple les ventes de café et de thé qui vont s'effondrer. C'est donc l'ensemble du monde qui est touché par ricochet suite à la crise qui touche le pays le plus puissant économiquement à l'époque. Il y aura alors une conférence économique mondiale à Londres en 1933 afin de trouver une solution à ce problème global, mais elle fut un échec. Le seul pays qui va alors échapper à la crise sera l'URSS, qui vivait alors en quasi-autarcie et dont la monnaie n'était pas convertible et donc ne sera pas touchée par cette crise. En étudiant aujourd'hui comment cette crise va plonger le monde dans une situation de chômage de masse, du moins une grande partie des pays du monde. En effet, dans tous les pays, le chômage explose quasiment, conduisant à la misère une partie importante de la population, et nous allons donc donner ici quelques chiffres. Cependant, ils sont souvent à prendre avec des pincettes et peuvent varier pour le même pays, car il y a plusieurs manières de compter le chômage. Avec par exemple compter des durées sans activité différentes, des systèmes d'inscription là où il y a des structures nationales type Pôle emploi, mais qui n'existaient pas dans la majorité des pays à cette époque, des estimations souvent sous-évaluées et imprécises, d'où donc des variations. Aux USA, il faut voir qu'il y a 22 000 entreprises qui ferment en 1929 et que durant les 2 années suivantes, ce sera 50 000 entreprises qui vont fermer, ce qui donc met forcément beaucoup de gens au chômage. En 1933, 25% de la population active du pays est au chômage, alors qu'il n'était que 3% en 1929. Cela fait 12,6 millions de chômeurs. Il faut ajouter à cela le chômage partiel et la baisse des salaires, ce qui fait que dans un pays qui n'a pas de sécurité sociale, la misère fait des ravages. On a des bidonvilles qui se multiplient, qui sont surnommés les Overvilles, du nom du président accusé de n'avoir rien fait face à la crise, ce qui en soi est faux, mais sa politique s'est montrée inefficace et a conduit surtout à des baisses de pouvoir d'achat, notamment en réduisant le salaire des fonctionnaires et les pensions des anciens combattants. On a des fermiers expulsés car ils ne peuvent plus rembourser leur crédit, et ce qui fait qu'on a 2 millions de sans-abri. Et une situation assez paradoxale avec des prix des denrées alimentaires qui s'effondrent, ce qui fait qu'on détruit des récoltes plutôt que vendre à perte, alors que la population ne mange pas à sa faim en ville. Ce qui est donc un véritable processus de paupérisation, c'est-à-dire appauvrissement continu et durable. Cela remet en cause le modèle du développement des États-Unis, un pessimisme sur l'avenir et donc un effondrement de la démographie. En Allemagne, le chômage atteint également des taux assez élevés, entre 15 et 25% selon les estimations. Au Royaume-Uni, 20%. En Italie, il y a presque 300 000 chômeurs supplémentaires en février 1931. Le pays est pourtant moins touché que d'autres parce qu'il est aussi dans une situation de semi-autarcie, mais va quand même souffrir d'une perte d'activité économique. Au Danemark, le chômage va toucher jusqu'à un tiers de la population. En Suède, le chômage qui est touché 31 000 personnes au début de l'année 1930 en touche 160 000 à l'été 1931. En Espagne, au début des années 1930, on a 600 000 chômeurs. Ce qui fait que dans tous ces pays, il y a des marches de la faim pour protester contre la misère, une agitation sociale, l'ordre politique est remis en question, ce qui contribue à l'émergence de mouvements contestataires, avec certes un renforcement des communistes, mais surtout de l'extrême droite, qui dans plusieurs pays vont prendre le pouvoir, notamment en Allemagne avec le NSDAP, mais on a également du coup le régime conservateur de Dollfuss en Autriche, qui devient de plus en plus autoritaire, la dictature de Pilsudski en Pologne de 1929 à 1935, et si on utilise ce qui se passe en France, on est en 1930 à seulement 1700 chômeurs secourus, 100 000 en 1931 et on en compte officiellement 500 000 en 1935, mais les chiffres réels étaient sûrement plus proches du million. Et donc là aussi, on a des ligues d'extrême droite qui se développent. Il y a notamment les événements du 6 février 1934, lors duquel il y aura une manifestation de l'extrême droite qui va dégénérer et certains vont tenter de prendre d'assaut l'Assemblée. La crise va également contribuer à l'instabilité en Espagne avec la chute de la dictature de Primo de Rivera, puis de la monarchie en 1931, instauration d'une république instable, jusqu'à la guerre civile de 1936. On a également des coups d'État en Amérique latine, avec l'instauration de plusieurs dictatures, au Brésil avec Getúlio Vargas, par exemple, qui prend le pouvoir en 1930, mais également en Argentine, en Équateur et au Chili, mais ça nous en reparlerons dans une vidéo dédiée. Donc pour résumer, on a clairement un chômage qui augmente dans quasiment tous les pays du fait du ralentissement de l'activité économique. Et donc,
une pauvreté qui augmente et ça va contribuer du coup à l'instabilité dans ces pays. Et aujourd'hui, on va parler du New Deal, qui est les réformes que va mettre en place Franklin Roosevelt, nouveau président des États-Unis à partir de 1933, pour faire face à la crise que traverse le pays. En effet, en 1932 se déroulent les élections présidentielles états-uniennes dans un contexte de crise. Roosevelt, alors gouverneur de New York, emporte la nomination démocrate et se présente avec un programme interventionniste qui va nommer le New Deal, nouveau contrat. Il veut donner à l'État fédéral un rôle fort. De son côté, le sortant républicain est impopulaire du fait du bilan de sa politique face à la crise et il va perdre largement. Ainsi, Roosevelt rassemble 57% des voix contre 39% pour son adversaire. Immédiatement, il va lancer sa politique avec d'abord ce qu'on appelle les 100 jours de Roosevelt avec une série de mesures d'urgence. Dès le deuxième jour de son mandat, le 5 mars 1933, il annonce la fermeture temporaire des banques insolvables, le temps de les renflouer, de les réorganiser. Durant les semaines suivantes, 15 autres lois sont votées. Soutien de l'agriculture avec une diminution des dettes, subventions en échange de la réduction de la production, contrôle des banques, notamment les banques de dépôt qui sont séparées des banques d'affaires, ce qui permet de sécuriser le dépôt des citoyens américains. On a également des sanctions qui sont prévues contre les spéculateurs. Et des aides sont également mises en place pour les plus pauvres. Création de fonds d'urgence, notamment au niveau fédéral, et il y a des aides qui sont accordées pour aider à leur développement au niveau des États. Par la suite, d'autres mesures sont prises progressivement dans les années suivantes. On a en 1935 le Social Security Act, qui met en place la retraite à 65 ans, et des indemnités chômage, ainsi que pour certaines maladies et accidents. On a également une politique de grands travaux, construction de barrages, de routes, de voies ferrées, de ponts, d'aéroports, construction et modernisation de bâtiments, ce qui va faire baisser le chômage en embauchant 2 millions de personnes, et ça va développer économiquement le pays. 285 aéroports sont construits, 1 million de kilomètres de routes, 77 000 ponts, 122 000 bâtiments publics, et tout ça en l'espace de 7 ans. C'est des chantiers gigantesques. Et on a également 250 000 jeunes embauchés dans l'entretien des forêts. Dans le même temps, il est également favorable au développement des syndicats pour défendre le droit des travailleurs. On a donc la mise en place de la liberté syndicale qui est assurée, ce qui permet l'augmentation du taux de syndicalisation. Ainsi, dans l'industrie manufacturière, le taux de syndicalisation va passer de 9% en 1930 à 33% en 1940, et dans les industries minières, on passe de 51% en 1930, domaine où la syndicalisation était très forte, ce qui était le cas aussi en France, à plus de 75% en 1940. Tout ça rentre dans l'idée d'un État-providence, qui va être aussi le modèle en Europe dans l'après-guerre, avec de nombreuses mesures de sécurité sociale, pour permettre aux gens de vivre dignement. C'est la fin du dogme de l'équilibre budgétaire. Le budget fédéral augmente de 0,8% du PNB en 1929 à 4,9% en 1939, le PNB étant le produit national brut, c'est-à-dire l'ensemble de la richesse produite par les entreprises d'un pays, à ne pas confondre avec le PIB, qui est l'ensemble des richesses produites sur le territoire du pays. Ces mesures vont quand même rencontrer quelques oppositions, notamment de la part du Congrès et de la Cour suprême. Il va y avoir notamment du coup un bras de fer qui va s'enclencher entre Roosevelt et celui-ci, qui va gagner grâce à l'appui de l'opinion publique, qui soutient globalement ces mesures et qui fait que Roosevelt est populaire. Quel est le résultat de cette politique? C'est des résultats qui restent quand même fragiles. Le chômage diminue, certes, mais loin de disparaître. On a encore 10 millions de chômeurs en 1939, 6 millions en 1941, et ce n'est vraiment qu'avec l'entrée du pays dans une économie de guerre, qui permet du coup l'embauche massive de population dans l'industrie militaire, que le chômage va disparaître. La pauvreté dans l'agriculture diminue, mais reste importante. Mais les résultats existent. Déjà, en effet, la misère recule. On a une modernisation du pays, un assainissement du système bancaire, et une croissance qui repart, et une population qui soutient globalement le New Deal. Roosevelt est largement réélu. Certes, le bilan est mitigé, mais il y a le mérite d'exister. Les mesures ne sont pas efficaces, et la population a enfin l'impression que le gouvernement agit. Ce qui n'était pas le cas sous Hoover, qui même s'il avait pris des mesures, avait donné l'impression de ne rien faire. Et les républicains ne parviennent pas à proposer un plan alternatif crédible et attirer la confiance des États-Unis, là où Roosevelt a réussi à leur redonner cette confiance. C'est aussi une période qui va voir le renforcement de l'État fédéral, notamment par rapport aux États. L'administration présidentielle ainsi est considérablement renforcée. Il y avait ainsi 600 000 fonctionnaires fédéraux en 1932, 900 000 en 1937, une augmentation de 50%. Aujourd'hui, on va parler des accords de Matignon qui ont, du coup, c'était une des réponses qui a été faite en France à cette crise, donc après avoir parlé du New Deal dans la vidéo précédente. Donc, petit point de contexte. Donc, les accords de Matignon, c'est en juin 1936 dans le cadre du Front populaire, alors que la France était confrontée aux effets de la crise économique depuis 1931. Le chômage et la pauvreté sont fortes, et les mesures des gouvernements qui se sont succédés se sont montrées inefficaces et impopulaires. On a une extrême droite qui monte, et le 6 février 1934, une manifestation a lieu à Paris, et certaines ligues d'extrême droite qui y participent tentent de prendre l'Assemblée nationale. Ce sera perçu par la gauche comme une tentative de coup d'État fasciste, ce qui va pousser à un rapprochement entre les forces de gauche, à la fois sur le plan politique avec le PCF et la SFIO, élargi par la suite au Parti radical, au centre-gauche, ainsi qu'à plusieurs petits mouvements de gauche, et sur le plan syndical avec le rapprochement entre la CGT et la CGTU.
Il faut voir que la CGT avait connu une scission en 1922 avec le départ des communistes qui avaient fondé la CGTU, et donc ils vont à nouveau se rapprocher pour se réunifier en 1936. C'est donc ainsi que la coalition du Front Populaire se met en place le 14 juillet 1935 avec comme slogan « Le pain, la paix et la liberté ». Cette coalition se met d'abord en place pour les municipales de 1935, lors desquelles elle remporte un certain nombre de succès, puis, là où c'est le plus connu, pour les législatives de 1936, qu'elle va remporter les 26 avril et 3 mai 1936. C'est ainsi qu'un gouvernement de coalition fut constitué le 4 juin 1936 par Léon Blum, socialiste, premier président du Conseil socialiste, dans un gouvernement incluant les socialistes, les républicains socialistes et les radicaux, tout en étant soutenu par les communistes qui ne souhaitent cependant pas participer au gouvernement. Cette victoire provoqua de l'espoir dans le monde ouvrier et en réaction, il y a eu un grand mouvement de grève pacifique mais massif avec 3 millions de grévistes dès la victoire du Front Populaire avant même la mise en place du gouvernement. Ce mouvement, du coup, a pour objectif d'appuyer les mesures sociales promises par le Front Populaire et les obtenir rapidement. Il sera marqué par de grandes manifestations et par des occupations d'usines, et c'est dans ce contexte que le patronat, pourtant opposé au Front Populaire, va entamer des négociations avec le président du Conseil et les syndicats, ce qui va aboutir rapidement à une réunion entre plusieurs membres du gouvernement, des représentants du patronat et des représentants de la CGT, le 7 juin 1936, du coup à Matignon. Peu après minuit, les accords furent signés, prenant ainsi le nom de l'hôtel de Matignon où ils se réunissaient pour devenir les accords de Matignon. Ceci prévoit plusieurs avancées pour le monde ouvrier, notamment la création des délégués du personnel qui représentent le personnel auprès du patronat. On a également le développement de tout ce qui est contrat collectif avec les conventions collectives, une augmentation des salaires entre 7 et 15% selon le niveau de rémunération, et les libertés syndicales sont renforcées, car si certes les syndicats étaient reconnus, la répression notamment au sein des entreprises des syndicats était importante. Là, les militants syndicaux sont plus fortement protégés. Rapidement, d'autres mesures seront prises par le gouvernement du Front Populaire. Les congés payés sont ainsi votés le 11 juin d'une durée de 2 semaines. Ils vont permettre à de nombreux ouvriers de partir en vacances pour la première fois de leur vie. On a également l'abaissement du temps de travail avec la semaine de 40 heures. Cependant, le Front Populaire n'arrivera pas à sortir réellement la France de la crise. Malgré des améliorations des conditions de vie, les difficultés perdurent et les divisions au sein de la coalition du Front Populaire ne lui permettront pas de faire face à ces difficultés et de se maintenir en place. Le Front Populaire va ainsi tomber progressivement durant la période 1937-1938 et une partie du coup des mesures prises en 1936 dans le cadre de ces accords Matignon ou dans les jours suivants seront remises en cause à partir de 1938, ce qui sera la cause de grandes grèves dans le pays une nouvelle fois, mais cette fois ce sera un échec face à un gouvernement qui ne les soutient pas et un patronat qui a bien décidé de prendre sa revanche. Ça sera donc la fin de la parenthèse enchantée pour le monde ouvrier de 1936-1938. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère que ça vous a intéressé et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer et la partager. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Au revoir tout le monde!